annoncé la proclamation de la loi martiale et d'un couvre-feu dans tout le pays après des déploiements de troupes, notamment à Istanbul et dans la capitale Ankara. Les putschistes ont justifié leur prise de pouvoir totale par la nécessité d'assurer et restaurer l'ordre constitutionnel, la démocratie, les droits de l'homme et les libertés et laisser la loi suprême du pays prévaloir. Mais Erdogan cible ces dernières années de nombreuses critiques, l'accusant de dérive autoritaire, a répliqué en appelant depuis Marmaris la population à s'opposer au putsch dans une intervention en direct à la télévision depuis un téléphone portable. De nombreux hauts responsables militaires s'étaient désolidarisés publiquement dans la nuit des putschistes, dénonçant un acte illégal et appelant les rebelles à regagner les casernes. Plus de 1500 militaires ont été arrêtés suite à la tentative de putsch, selon une source officielle, alors que 200 soldats qui étaient retranchés à l'état-major se sont rendus. Les condamnations internationales se sont multipliées contre ce que le Premier ministre Yildirim a qualifié de tentative idiote, vouée à l'échec. Aux dernières nouvelles, 161 personnes ont trouvé la mort lors de cette tentative de putsch et 1440 autres ont été blessés, sans compter les putschistes. Par ailleurs, 2839 militaires ont été arrêtés en lien avec cette tentative de putsch. Enfin, la session du Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO, réunie depuis dimanche dernier à Istanbul, est suspendue jusqu'à nouvel ordre. L'état d'urgence en vigueur au Mali depuis le mois d'avril et qui expirait vendredi n'a pas été prolongé. C'est ce qu'a affirmé un responsable gouvernemental sans donner plus de détails. Cette mesure d'exception qui donnait notamment plus de possibilités d'intervention aux forces de sécurité avait été rétablie le 4 avril dernier pour 10 jours puis prorogée jusqu'hier. Ceci pour permettre aux autorités du pays de poursuivre la lutte contre le terrorisme et les autres menaces à la sécurité des personnes et des biens sur toute l'étendue du territoire national. Je le disais en titre, environ 1000 personnes ont pu être évacuées vendredi de Djouba, la capitale du Soudan du Sud. Ces personnes font partie de la première vague d'Ougandais qu'un convoi militaire a ramené au Bercail. Voici les images. Soulagés d'avoir survécu au combat de Djouba et à la dangereuse route vers la frontière, les personnes évacuées de Djouba souriaient, applaudissaient et remerciaient leur président Yoweri Museveni pour les avoir secourus. Devancés par des taxis-motos lourdement armés et un véhicule blindé équipé d'une mitrailleuse, ce convoi a commencé à rentrer en territoire ougandais à la tombée de la nuit au niveau du poste frontière de Nimule, à environ 200 km au sud de Djouba. Les personnes évacuées de Djouba où des violents affrontements ont opposé du 8 au 11 juillet, l'armée gouvernementale à l'ex-rébellion était entassée dans des bus et des camions chargés de jerrycans, de matelas et de chaises en plastique. Je dois dire que la coordination s'est très bien passée hier, avant que le convoi ne parte. Nous avions des forces armées venant de Djouba pour rejoindre le convoi. Tout s'est passé sans problème. Même lorsqu'ils se sont préparés pour revenir, toute la coordination s'est bien passée. Le président ougandais Yoweri Museveni avait dépêché ce jeudi 2000 soldats avec des véhicules blindés et des camions pour organiser l'évacuation des ressortissants ougandais bloqués à Djouba. L'Ouganda a été soupçonné par certains de masquer derrière cette opération d'évacuation un soutien militaire au gouvernement sud-soudanais. Mais il a fermement démenti avoir cette intention. Le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés estime à environ 20 000 le nombre de déplacés présents dans les environs de Nimule, souhaitant passer la frontière avec l'Ouganda. Le secrétaire général de l'ONU séjourne depuis hier à Kigali au Rwanda où se tient le 27e sommet de l'Union africaine. Ban Ki-moon est allé justement participer à des concertations sur la crise au Soudan du Sud. Il doit notamment rencontrer les chefs d'État des pays de l'autorité intergouvernementale pour le développement dont le Soudan du Sud est membre et aussi participer à une réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine ce samedi.
Capter l'attention de la communauté internationale afin d'attirer les capitaux pour soutenir l'éducation des jeunes filles dans les camps de réfugiés. Voilà l'objectif poursuivi par la Pakistanaise Malala, plus jeune prix Nobel de la paix de l'histoire. Ce combat l'a amenée à se rendre au camp de réfugiés de Mahama dans l'est du Rwanda, mais aussi à Dabab au Kenya. Je vous propose ici de suivre respectivement Malala et le représentant du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Rwanda. C'est mon 19e anniversaire et chaque année je décide d'aller dans un pays où les filles sont confrontées à des problèmes. Et cette année, j'ai décidé de me rendre au Kenya et au Rwanda pour parler à toutes les filles qui sont réfugiées et qui sont confrontées à de nombreux problèmes comme l'éducation, les violences sexuelles et d'autres problèmes importants. Je sens que c'est notre responsabilité d'attirer l'attention de tous les dirigeants du monde sur la situation de ces enfants réfugiés. Ma demande au nom de ces filles est donc à l'endroit de tous les donateurs internationaux et tous les pays qu'ils fassent de l'éducation la priorité absolue et investissent chez les enfants réfugiés qui sont l'avenir. Le Burundi, par exemple, comment le Burundi peut-il progresser et réussir dans l'avenir si sa génération future n'est pas éduquée? C'est un immense honneur pour nous et pour les réfugiés d'avoir une fille qui se bat tellement pour l'éducation, qui forge l'avenir des réfugiés. En ce qui nous concerne, nous souhaitons que cette visite va permettre de mobiliser davantage l'opinion publique en faveur des réfugiés, généralement au Rwanda, mais en particulier les réfugiés burundais. Des dizaines de personnes se sont rassemblées jeudi dernier devant l'ambassade du Zimbabwe à Pretoria en Afrique du Sud. Objectif, demander la démission du président zimbabwéen Robert Mugabe. Je vous propose de suivre quelques manifestants. Nous sommes ici en tant que Zimbabwéens de Hawks pour envoyer un message clair à Mugabe et au gouvernement. Nous disons trop, c'est trop. Nous en avons marre de Mugabe au Zimbabwe, dans notre pays. Nous voulons reprendre le contrôle de notre pays. Nous en avons marre de vivre loin de nos parents et de nos grands-parents. Mugabe nous a promis 2,2 millions d'emplois durant les élections. Et au lieu de ça, nous avons perdu plus de 2,2 millions d'emplois depuis son élection. Imaginez des accusations de trahison pour un pasteur ordinaire qui tient seulement un drapeau et une Bible. Quand est-ce que c'est devenu un crime d'élever la voix contre un gouvernement? Quand est-il devenu un crime d'élever la voix contre le non-respect de la loi? L'histoire autour de Evan Mawarire a déclenché notre colère. On ne va pas s'arrêter là. Les choses vont continuer. Nous n'allons pas laisser de répit au gouvernement et on va virer Mugabe et récupérer notre liberté. Direction maintenant le Bénin, le personnel de l'ex-ministère chargé des relations avec les institutions, ministère supprimé de l'architecture du premier gouvernement de l'actuel régime au pouvoir, a donné hier de la voix. Ce personnel réuni au sein du Centra MCRI a crié à la marginalisation et à l'arbitraire et demandé que justice soit faite. C'était à la faveur d'une assemblée générale extraordinaire à laquelle Joël Yetondi et Floris Dossa ont assisté. 100 jours de gestion du régime au pouvoir vécus par ces agents de l'ex-MCRI, orphelins de leur ministère d'origine, comme 100 jours de supplice. La famille adoptive, le ministère de la Justice, n'aurait pas du tout Dieu pour eux. Le tableau n'est guère reluisant. Les conditions de vie et de travail du personnel de l'ex-MCRI se détériorent jour après jour, et ce, sans aucune perspective heureuse d'avenir. Tout se passe comme si le MCRI, au lieu d'une fusion, a été purement et simplement fondu dans le ministère de la Justice et son personnel fait l'objet d'un mépris sans précédent. Suppression des directions départementales de l'ex-MCRI, lui-même réduit à une portion congrue, une direction technique. Les agents y voient une injustice sans nom. Les avantages des agents sont gelés depuis le 1er janvier 2016. L'AOF
C'est le document fondamental de toute structure publique. Les nouveaux patrons du ministère de la Justice ont élaboré et fait adopter ce document par le Conseil des ministres sans qu'aucun cas de l'ES-MCRI, encore moins les responsables syndicaux que nous sommes, n'ait été associé à la réflexion. Camarades, salut! Salut, camarades! Le personnel réuni au sein du Sintra-MCRI n'entend plus subir en silence. Le personnel de l'ES-MCRI et son syndicat exigent la reprise du décret portant attribution, organisation et fonctionnement en ressortant dans la dénomination du nouveau ministère le volet relations avec les institutions. Faute d'une oreille attentive, les rues, clame-t-on, dans les tout prochains jours, pourraient bien être prises à témoin. Cette pagaille, c'est ça que nous avons refusé à Yaïboni et nous l'avons chassé. Patrice Talon ne peut pas venir répéter les mêmes erreurs. Amen. Non. La note sportive de cette édition nous emmène au Ghana où un centre de formation dédié au football apprend aux étudiants le droit de rêver d'une grande carrière, aussi de préparer leur reconversion si la carrière sportive s'essoufflait. Un programme qui vient donc à point nommé quand on sait que très peu de jeunes arrivent à se hisser au niveau professionnel. Dans ce centre de formation, les apprentis footballeurs ont le droit de rêver. C'est même la devise de l'école. Située dans la campagne ghanéenne, la Right to Dream Academy accueille près d'une centaine de jeunes âgés de 9 à 15 ans. Les cours sont gratuits, mais les résultats en classe comptent autant que ceux sur le terrain. Et la discipline est de rigueur. Oui, vous avez vraiment besoin de discipline. Parce que le matin, il faut sortir, se lever très tôt, à 5h30. Et ensuite, on commence l'entraînement à 6h30 alors qu'il fait encore frais. Le terrain est humide, mais on doit faire avec. Le prix à payer pour réaliser le rêve, ici, mais surtout ailleurs. Aujourd'hui, le rêve pour un jeune footballeur est de jouer dans les grandes ligues, comme ils disent, les grands clubs européens. Depuis l'ouverture du centre, il y a 16 ans, une trentaine de joueurs sont devenus professionnels. La plupart évoluent en France, en Angleterre ou dans les pays scandinaves. L'académie se finance grâce à des sponsors, des dons privés, les bénéfices lors de la vente d'un joueur et les aides des anciens élèves. Mais hors des sentiers bien balisés de cette école, faute de structures suffisantes sur le continent, des milliers de jeunes Africains tombent dans les pièges tendus par les agents frauduleux. Les agents les approchent, vous savez, et ils leur disent « On a des idées pour toi, on va t'emmener dans un club étranger. » Parfois, les jeunes partent et au final, ils n'ont même pas de club. Ils se retrouvent coincés dans la rue et se retrouvent obligés à faire la manche. C'est vraiment désolant. Ici, pas question de tout miser sur le football. À chaque vacances, les étudiants rentrent chez eux et doivent évaluer les besoins de leur communauté, monter un projet et récolter les fonds nécessaires pour le réaliser. Une école pour apprendre à rêver, oui, mais en gardant bien les pieds sur terre. Et ce sera tout pour cette édition. Agréable week-end à toutes et à tous sur Sika TV. Au revoir.